Bonsoir Mickaël, vous avez repéré 3 tendances fortes, je crois, au CES 2017. Exactement. Et avant de parler des tendances, on va parler un petit peu du bruit qui entoure le CES, puisque le CES, comme le disait Cyril tout à l'heure, c'est 3800 sociétés, c'est des gens qui vont du bikini connecté jusqu'à la dernière intelligence artificielle, et tout ça, il faut essayer de le décrypter pour en tirer 2-3 tendances pour accompagner les clients et qu'ils puissent en avoir une vision qui est claire. La première chose que l'on fait avec nos consultants, est-ce qu'on peut avoir juste le retour, s'il vous plaît? C'est d'avoir une courbe de Gartner, en fait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez en tout cas cet élément. C'est une hype cycle qui est donnée par ce fameux institut qui est Gartner sur les nouvelles technologies et qui a 2 axes. Le premier axe, en fait, ça va être de donner une maturité intrinsèque de la technologie, donc qui est représentée sous forme d'une courbe, et la deuxième chose, une maturité directement sur le timing de sa sortie. Donc on va avoir des technologies qui vont être émergentes à 3 ans, à 5 ans et à 10 ans. Lorsqu'on fait ce travail avec nos consultants, on le fait généralement en septembre de l'année pour un CES qui a lieu en janvier. Donc on prend un pari qui est certain d'aller voir quelles sont les technologies qui sont les mieux représentées. Parmi ces 3 technologies, la première et qui est majoritairement représentée par tout ce qui est orange, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en train d'impacter le monde de manière forte et vraiment durable. La deuxième technologie, c'est tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. La dernière, ou plutôt les dernières technologies émergentes, sont plutôt sectorielles. C'est tout ce qui a à voir avec les transports de manière générale et les révolutions qui sont liées à ces transports. On pourrait se demander pourquoi il y a ce fameux momentum, puisqu'à un moment, on a une volumétrie qui est juste complètement, j'allais dire, impressionnante de technologies au même moment. Le momentum, en fait, est dû à 3 éléments. La première chose, aujourd'hui, dans un grain de riz, on pourrait avoir, j'allais dire, 2-3 capteurs en capacité d'aller capter des informations importante sur vous. Et tout ça dans quelque chose, je vous le disais, qui est de la taille d'un grain de riz. Une fois qu'on a ces informations, il va falloir les transmettre. Et aujourd'hui, avec la 4G, puis la 5G, dont on a beaucoup aussi parlé au CES, on va être en capacité d'emmener des flux d'informations de manière beaucoup plus rapide. Vers quoi? Vers tout simplement des serveurs qui vont analyser cette data, être capable de la cruncher et de vous donner quelque chose qui est intelligible parmi des milliers, des millions, voire des milliards d'informations. Une fois qu'on a ces 3 tendances, on a le plaisir, en tout cas en France, d'accueillir Gary Shapiro, qui est le président du CES, qui vient toujours, à partir de début novembre, nous voir en nous disant « Voici comment sont réparties les 3800 sociétés qui vont faire le CES ». Et elles sont réparties cette année de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de choses, ce que l'on se disait sur la révolution des transports, des choses réalité virtuelle, réalité augmentée, et beaucoup de thématiques, et là on le voit encore de manière complètement hallucinante, sur tout ce qui est intelligence artificielle. Pour soutenir en fait ce discours auprès de nos clients, on prend des exemples et des exemples à 3 ans pour voir à quel point ces technologies vont impacter un triptyque qui est constitué d'abord de leur métier, ensuite de leur clientèle et ensuite de leurs collaborateurs. Les 3 prévisions que l'on peut avoir d'ici 2020, de manière générale, c'est sur les aspects de réalité augmentée. Alors je ne sais pas si vous connaissez la réalité augmentée, mais pour synthétiser relativement rapidement, vous prenez votre smartphone, vous prenez votre tablette, et vous allez être en capacité, grâce au petit appareil photo qu'il y a à l'intérieur, de pouvoir projeter, ici on le voit directement, un canapé ou une table, et voir le rendu directement dans votre intérieur sur cette réalité. Il va y avoir 100 millions de consommateurs qui vont utiliser ce type de technologie directement en 2020. C'est pour vous dire le potentiel que l'on a. Si demain vous vendez des produits et que vous ne vous intéressez pas à cette j'allais dire tendance de fond, obligatoirement vous risquez d'avoir des problèmes. L'intelligence artificielle, alors je ne sais pas si vous le connaissez, ce petit cylindre est Amazon, Amazon Echo, qui lui-même, en fait, a une intelligence artificielle qui répond au tout le monde Alexa. Et Alexa, de manière générale, est capable de vous connaître par cœur pour pouvoir faire du prédictif
et vous amenez une couche servicielle qui est relativement importante. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 6 millions de ces petits cylindres sont répartis directement aux États-Unis. Dernière petite chose sur l'intelligence artificielle, cette capacité que l'on va pouvoir avoir à aider les salariés au travers directement de cette intelligence artificielle. Pour vous donner un ordre d'idée, au Japon dernièrement, on a une entreprise d'assurance qui a licencié 34 de ses collaborateurs, c'est-à-dire un quart de son staff complet, pour le remplacer par l'intelligence artificielle d'IBM, qui est Watson, et tout ça pour la modique somme d'1,2 million à 1,5 million d'euros sur la première année, c'est-à-dire le coût de setup, pour les gens qui s'intéressent au ROI de manière générale, c'est-à-dire qu'au bout de la première année, on a déjà des gisements de rentabilité. Je ne vous parle même pas de la seconde année, excusez-moi, puisqu'en fait, la seconde année, on a juste la maintenance à payer chez IBM. La maintenance chez IBM, c'est 120 000 euros. Donc, on divise par 10 le coût qui est lié directement à ces emplois. C'est pour vous dire, en tout cas, de quelle manière ça impacte durablement, en tout cas, ces aspects-là, notamment sur les aspects assurance. Sur l'intelligence artificielle, beaucoup de choses ont été faites et ont été dites directement sur le CES, et je voulais revenir sur 3 dates qui ont marqué l'intelligence artificielle au niveau du consumer. La première date, c'est 97. En 97, Kasparov a perdu contre une intelligence qui s'appelait Deep Blue à l'époque, qui était déjà chez IBM, et cette intelligence artificielle l'a tout simplement battu sur un nombre de combinaisons qui est celui du jeu d'échecs, c'est-à-dire 10 puissance 120. L'année dernière, le jeu de Go, qui est le jeu le plus complexe qui a été inventé par les humains, a vu s'affronter AlphaGo, qui est donc l'intelligence artificielle de Google, face au champion du monde, et le champion du monde a malheureusement perdu. Et là, on ne parle plus d'une combinaison de 10 puissance 120, mais 10 puissance 600. C'est-à-dire qu'on a une capacité aujourd'hui de calcul qui est relativement infinie. La troisième date, elle est actuelle. En ce moment même, dans un casino aux US, une intelligence artificielle affronte directement des joueurs de poker, et on apprend très clairement à mentir à une intelligence artificielle puisqu'on lui apprend à bluffer. Et en ce moment, et ce qui est juste complètement, là encore, perturbant, c'est que cette intelligence artificielle est en train de battre tous les champions du monde de poker, donc ils sont 200 000 $ down, c'est-à-dire qu'ils perdent 200 000 $ sur les 4 premiers jours, de tournoi, en fait. Cette reconnaissance vocale, dont on parle beaucoup, qui est intimement liée à l'intelligence artificielle, va être au cœur de beaucoup de convoitises. On l'a vu avec Amazon, et Google et Microsoft se mettent aussi sur ce marché qui est très très prometteur. Pourquoi très prometteur? Puisque tout simplement, vous êtes à l'intérieur même de votre maison, donc vous pouvez commander les achats et vous pouvez commander quasiment la totalité de ce qui va faire votre domotique. Donc vous imaginez les enjeux qu'ont ces entreprises, Microsoft, Amazon et Google, à être centrales en termes d'interaction directement avec vous. On pourra reparler sûrement avec Cyril de tout ce côté bienveillance, puisqu'à un moment, si on a des accords passés entre Amazon et Audi, il va falloir se poser la question de se dire si je veux acheter une Mercedes et que je le propose à Alexa, est-ce qu'elle va être en capacité de me dire oui pour la Mercedes, ou au contraire une Audi vous irez mieux? Et ça, c'est quand même relativement complexe à appréhender en termes de bienveillance. Une petite histoire que je racontais juste en arrivant tout à l'heure, puisqu'elle est assez amusante, mais pas que. Lorsqu'on était aux États-Unis, en tout début d'année, une petite fille de 6 ans parlait avec Alexa, lui communiquait sa demande en lui disant « J'adorerais pouvoir avoir une maison de poupée et j'adorerais pouvoir faire en sorte de l'avoir très rapidement. » Alexa l'a pris comme un ordre et a donc commandé la maison de poupée de cette jeune fille qui, moyennant 160 $, l'a reçue 2 jours après. Devant l'étonnement des parents, il y a eu une petite communication qui s'est mise en place pour pouvoir avoir différentes interviews. Et ces interviews ont amené la petite fille à redire cette phrase en disant « Alexa, j'aimerais bien recevoir cette maison de poupée ». Quand l'interview a été castée directement au travers les États-Unis,
Au moment où ça a été casté, tous les appareils Alexa qui faisaient de l'ordre direct, en tout cas, ont reçu cet ordre de recommander directement la maison de poupée. Pour vous dire, il y a eu des centaines de commandes qui ont été simplement émises au travers cette interview qui a été émise sur la télévision, ce qui est juste complètement fou et ce qui, là encore, nous amène aux limites de ce modèle. Sur cette intelligence artificielle, on le voit, il y a des centaines de marques et sûrement des milliers d'items, comme ce petit robot que l'on voit qui est le Hub Robot de chez LG, et notamment un autre réfrigérateur qui, eux-mêmes, réemploient l'intelligence artificielle d'Alexa. C'est-à-dire que demain, au sein de votre maison, vous allez être entouré par cette intelligence artificielle qui saura de quelle manière vous consommez, combien de fois vous ouvrez votre réfrigérateur, comment vous parlez à vos enfants, et qui sera en capacité, là encore, de faire du prédictif, et je l'espère en tout cas, pour un côté qui est très très positif. Dernière chose sur cette intelligence artificielle, et là c'est Nvidia qui nous a complètement bluffé sur cet aspect-là, on vous met un copilote à disposition directement dans vos voitures. Donc on a une petite caméra qui va venir voir directement votre tête et qui va être en capacité de faire quoi? De faire de la lecture directement sur les lèvres. On sait que dans une voiture il peut y avoir du bruit, et bien là on s'affranchit de ce genre de choses et on vient lire directement sur vos lèvres ce que vous dites. Je veux avoir une température qui est 2 degrés supérieure, sans aucun problème, on doit pouvoir le faire. On va pouvoir faire de la reconnaissance faciale aussi. Donc là encore, de manière générale, on rentre dans la voiture, si ce n'est pas la personne qui possède la voiture, obligatoirement la voiture ne démarrera pas. Une des dernières choses que l'on fait, c'est du head tracking et du eye tracking, donc on vient voir si la personne est en capacité de conduire, tout simplement en fonction, j'allais dire, de différents éléments anatomiques. Cela nous amène directement à la révolution des transports, et une révolution des transports qui bat son plein au point même de dire que le CES aurait pu être le car électronique show cette année, tellement toutes ces innovations en tout cas avaient du sens. On pourrait parler très très longtemps de Faraday Future qui en quelques mois a bâti une voiture électrique qui fait un peu plus de 1000 chevaux et capable de la propulser à 2 secondes 9 aux 100 km, je ne sais pas si vous voyez, ça fait d'elle la voiture la plus puissante, en tout cas du marché, et surtout la plus rapide. Et ça en quelques mois, c'est-à-dire à quel point on vient disrupter ce marché. Et volontairement, j'ai laissé ces voitures qui sont chez Mercedes et chez Audi présentes, puisqu'en fait, ce ne sont plus les constructeurs traditionnels qui font le marché de la voiture autonome, mais plutôt des gens comme on le voit ici, Intel, Qualcomm et Nvidia, puisque ce sont eux qui sont en capacité d'avoir cette capacité et cette vitesse de calcul pour aller faire en sorte de relier tous les radars et tous les composants qui sont à l'extérieur de la voiture pour avoir le comportement qui est attendu. Je vous ai mis à disposition une petite vidéo qui a été tournée en Hollande, et on va l'arrêter à un moment où il va y avoir un petit bruit dans l'habitacle, et à ce moment-là, l'intelligence artificielle aura déjà pris toutes ses dispositions pour le conducteur qui est dans la voiture. On l'arrête, on a entendu le bip. Comme je vous le disais, à ce moment-là, l'intelligence artificielle a vu un danger, l'a analysé et a déjà pris toutes les dispositions, c'est-à-dire qu'elle est en train de freiner. Est-ce que vous voyez un danger immédiat pour cette voiture ? Pas vraiment. Je vous mets la séquence complète et vous allez voir. À ce moment, l'intelligence artificielle a été capable d'analyser quasiment 2 secondes avant un humain le choc qui allait avoir lieu. Donc ça amène des choses qui sont très positives en tout état de cause pour la sécurité, mais des effets de bord aussi qui sont relativement importants. L'effet de bord le plus important à notre sens, et c'est lié à tout ce qui est vélodine, c'est-à-dire les radars 360, c'est cette capacité qu'on doit avoir aujourd'hui à ne pas freiner trop rapidement, puisque très clairement, si vous avez vu
l'accident 2 secondes avant, la personne qui est derrière vous et le pauvre humain qui est derrière vous, malheureusement, ne l'aura peut-être pas vu lui, donc vous risquez de recréer un accident avec la personne qui est derrière. Donc cette intelligence artificielle, maintenant, va être en capacité de calculer le nombre de mètres qu'il y a avant l'accident, les voitures qui arrivent derrière, et de pouvoir réavancer jusqu'à temps qu'il y ait le choc minimum sur la voiture. C'est pour vous dire à quel point cette intelligence va changer en tout cas la donne. Une autre technologie qui a retenu vraiment notre attention, c'est tout ce qui est holographie et retour haptique. Donc l'holographie, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Le retour haptique, c'est cette capacité qu'on va avoir à renvoyer de l'information directement sur un sens qui est le toucher. Et là, on va le voir qu'on soit en ultrason directement ou en électrique, puisqu'on a des réseaux électriques. Buttons and sliders and switches, or even virtual objects in midair that you can touch that really don't exist. How we do. Et voilà, donc cette jeune fille va être en capacité de toucher des boutons qui n'existent pas. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est d'avoir des IHM qui vont pouvoir être personnalisés en fonction de ce que vous souhaitez. Donc on va avoir des couleurs de boutons, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus aujourd'hui, on sait très très bien le faire. Mais on va pouvoir les mettre à une hauteur particulière sur des personnes qui sont à besoins spécifiques ou des personnes à mobilité réduite. On va pouvoir mettre les boutons là où ils le souhaitent, en tout cas, dans leur voiture. Une technologie, là encore, qui était complètement bluffante, elle était mise en avant par Valeo avec la XtraVu. Dans un cadre comme celui-ci, c'est-à-dire on est en dépassement directement d'un camion, on n'a aucune, malheureusement, visibilité, et grâce à la 5G dont on parlait tout à l'heure, on va pouvoir avoir cette visibilité. C'est-à-dire que demain, obligatoirement, toutes les voitures et les camions seront munis de caméras qui pourront filmer l'intérieur de la voiture, mais surtout l'extérieur vers l'avant. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on a simplement mappé la petite caméra qu'il y avait à l'intérieur du camion vers la voiture. Le flux est retransmis en 5G en temps réel, et vous allez me dire non mais c'est très marrant, mais en fait ça c'est des belles 3D faites par Valeo, on est allé réellement le voir, et ce que vous voyez ici c'est simplement un pick-up, et on voit au travers le pick-up. On vient remapper la vidéo au travers le pick-up pour être en capacité de voir s'il y a un danger ou pas. La dernière des innovations qui étaient ultra présentes, j'allais dire jusqu'à l'overdose vraiment, hein, sur ce CES, on aurait pu vous passer 90 slides simplement sur elle. Obligatoirement, c'est la réalité virtuelle, réalité augmentée, au point tel que la keynote d'Intel avec les 260 journalistes était faite totalement en réalité augmentée, en réalité virtuelle, excusez-moi, ce qui est complètement fou. Ce que je voulais juste vous présenter ce soir, et comme le disait tout à l'heure Cyril, ce sont plutôt les usages que le matériel, puisque le matériel aujourd'hui coûte de moins en moins cher. On s'affranchit très clairement des gros ordinateurs, puisque tous les ordinateurs sont directement dans le casque de réalité virtuelle, et on s'affranchit de tous les fils. Donc on a des casques qui vont permettre d'obtenir une mobilité qui est complètement folle, en restant directement dans votre canapé. Le premier usage, ça peut être la culture, les loisirs. On a aujourd'hui, et c'est une vraie information, des parcs d'attractions qui l'utilisent sur des grands 8 directement. Donc ces parcs d'attractions profitent d'avoir l'accélération d'un grand 8 pour pouvoir rajouter en réalité virtuelle directement pour la personne des boules de feu, des endroits où on n'a plus du tout de rails, et en fait venir leurrer le cerveau. Donc on a encore plus de sensations grâce à cette réalité virtuelle. Au niveau de l'industrie, aujourd'hui, on sait que BMW conçoit quasiment tous ses véhicules de cette manière-là, puisqu'on va être en capacité de s'asseoir directement dans la voiture, alors que la voiture a parfois juste 2 ou 3 semaines d'existence et qu'elle n'est pas créée physiquement, elle n'est que dans les ordinateurs des ingénieurs. En termes de commerce, bien sûr, on va pouvoir tester des produits. Le tourisme, je ne vous raconte même pas quel potentiel, en tout cas, la réalité virtuelle peut avoir. Sur l'apprentissage, aujourd'hui, la NASA fait des coûts de structure qui sont énormes en faisant quasiment la moitié de leur formation au travers la réalité virtuelle. Ça coûte beaucoup moins cher de casser des choses en réalité virtuelle que dans le réel, bizarrement. Sur tous les aspects médicaux, les thérapies pour des gens qui sont arachnophobes ou des gens qui ont peur du vide, obligatoirement, on peut avoir ces thérapies au travers cette réalité virtuelle, que ce soit
sur les médias, comme ce soir, on peut vivre des choses directement en 360 et être assis à la place du journaliste. Et dans l'immobilier, obligatoirement, ça devient très très intéressant de pouvoir visiter tous ces biens en réalité virtuelle. Voilà en tout cas un petit peu ce que l'on a pu vous ramener du CES en termes de tendance. Merci, Michael, d'avoir fait tout ce travail d'analyse.